Bonjour madame, Bonjour Cathy. j'adore parce que là on se retrouve, c'est la technique, hein, on se retrouve par Skype. Nous sommes l'une et l'autre évidemment dans des régions différentes, hein. Toi c'est le nord de la Vendée on va dire, hein. C'est vraiment la Non, pointe. alors, c'est le nord des Deux-Sèvres. En fait, je suis à 10 minutes de la Vendée. Mais, En fait, je suis entre la Vendée et le Maine-et-Loire. ouais, ouais. Vraiment, je suis dans l'angle des Deux-Sèvres, à 40 minutes de Cholet. Nous sommes donc grâce à la technique connectés avec Corinne, avec toi aujourd'hui. Alors moi j'aimerais, je suis curieuse parce que je sais que c'est tout ce parcours qui t'a amené à être ce que tu es aujourd'hui, notamment d'avoir rencontré le monde de la thérapie, l'hypnose, et puis ce que tu vas nous proposer à travers retraite, mais l'hypnose bien sûr vibratoire quantique que tu as, j'ai presque envie de dire que tu as créé, hein, et une méthode d'auto-hypnose que j'ai testée. Moi j'aimerais que tu nous parles de toi, parce que tu vois, je crois ce qui m'intrigue à chaque fois, c'est de partir de toi, la personne. Qu'est-ce qui a fait dans ton parcours? J'ai une musique là qui s'affole à ma gauche et j'avais oublié que j'avais mis la musique. Moi, ça m'intéresserait d'avoir ton parcours. Qui tu es, Corinne? Qui tu es derrière, derrière évidemment ce nom étincelle, étincelle de vivre, hein, que tu as, je dirais que tu as canalisé. Par où Oui. tu voudrais commencer? Ouf. On avait évoqué le fait que peu de gens connaissent mon nom de famille. Et voilà. Mon nom de famille, en fait, j'en ai pas été fière pendant très longtemps, je dois le dire, parce que c'est le cas. Parce que j'ai assimilé mon nom de famille à une enfance pas évidente, assez souffrante. Je comprends aujourd'hui ce qui est arrivé, pourquoi c'est arrivé, et j'en veux ni aux uns ni aux autres, parce que j'ai fait la paix, et c'était important pour moi. Et puis aujourd'hui, je m'entends très bien avec mon papa, mais il y a eu une période de ma vie où ça a été très compliqué, où il y avait beaucoup d'incompréhension, de la violence physique, de la violence morale, avec une maman qui était, à mon avis, très très perturbée par sa propre enfance, et qui nous a fait un peu payer ce qu'elle avait vécu. Elle a reporté sur nous ses souffrances. Elle s'est servie de mon père aussi. Elle était très manipulante pour avoir gain de cause, pour qu'il puisse lui passer pour le méchant. Donc souvent, moi je me prenais des coups en rentrant parce que j'avais dérangé ma mère ou j'avais pas été comme il fallait. Et donc ma mère disait que j'avais été peignée. Mon père rentrait d'une journée de travail où il était très fatigant. Et je prenais souvent des coups en fait. Est-ce que toi, là, je trouve que c'est très important parce que malheureusement, il y a tellement de personnes qui se sont retrouvées dans ce cas de figure et qui l'ont presque intégré comme la normalité. Tu peux nous redonner un événement, enfin, toi, un fait marquant qui t'a, mais vraiment, voilà, où tu rentres, enfin, tu t'en prends plein la tête. Si c'est pas trop douloureux, de nous raconter un Non, souvenir. non, non, mais j'ai fait la paix avec ça, mais c'est vrai que c'est une image qui reste, je pense qu'elle restera gravée à jamais dans mon esprit. Aujourd'hui, je suis plus affectée par ça. Mais je me rappelle, mon père, c'était quelqu'un qui était très impressionnant, qui avait des grosses paluches, des grosses mains, en tout cas quand j'étais petite, qui avait une grosse voix et très autoritaire. Je me rappelle d'un soir où moi j'avais besoin d'affection. J'ai toujours été très câline, j'avais besoin en fait d'avoir des touches d'affection de la part de ma mère. J'en avais pas beaucoup. Et en fait, tous les soirs, j'allais voir ma mère dans sa chambre. Alors j'y allais à quatre pattes, dans le noir, parce que mon père ne voulait pas qu'on allume la lumière dans les étages. Donc j'avais tellement peur de lui que j'allais voir ma mère et à quatre pattes. Et puis j'allais avoir mon câlin, mon bisou, et puis après je repartais dans ma chambre. Et ce qu'il faut savoir, c'est que là où j'habitais avant, quand j'étais plus petite, moi j'habitais à côté de l'escalier et qui descendait. Et en fait, à côté de l'escalier qui descendait, au départ, il n'y avait pas de barrière. Et Avec, donc, là, quand tu nous racontes, tu as quel âge? je sais pas, 7 ans, 8 ans, 7 ans, un peu 6-7 ans à peu près. Je m'en souviens encore, hein. Et donc un soir, je faisais ça régulièrement. Et donc un soir, je repars dans ma chambre.
Et j'arrive devant ma porte, enfin ce que je croyais être ma porte, parce que je voyais rien, il faisait nuit. Et je mets ma main en avant pour pousser la porte. Et en fait, j'étais sur le mur et je suis tombée de toute la hauteur, en bas. D'un coup, j'ai déboulé dans les escaliers. Heureusement, ils étaient en bois. Je pense que ça a, je sais pas, c'est quelque chose, quelque chose a dû amortir ma chute parce que ça a été, je suis tombée d'au moins, allez, bien 2,50 m, voire presque 3 mètres. Et donc j'ai atterri en bas, je ne sais pas comment. Le seul souvenir que j'ai, c'est mon père qui ouvre la porte, qui allume la lumière du couloir, qui me dit qu'est-ce que tu fais là? Il me met 2 claques et il me dit remonte te coucher. Et même pas, il a essayé de comprendre ce qui s'était passé. Moi j'avais du sang sur les bras parce que sur les murs il y avait du crépi et j'avais heurté les murs en même temps. Et j'avoue, je crois que j'ai une amnésie du moment où ça s'est passé parce que voilà, je suis remontée me coucher, j'avais rien. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ta mère n'est pas intervenue. Ah, ma mère, elle était là et elle a entendu les cris, donc elle est venue. Mais ma mère, elle n'a jamais été défendante, en fait, elle nous a jamais protégés. Parce que voilà, elle estimait qu'on méritait de recevoir des coups. Donc je suis remontée en pleurant dans ma chambre. Voilà. Et j'ai jamais pu en discuter avec mon père. Je pense que ce sera peut-être l'occasion un jour de pouvoir discuter de ça, parce que c'est toujours une image qui m'est restée. Cette violence, incroyablement violente. Bah, en fait, quand j'étais jeune, c'était habituel que je prenne des coups et on me disait que c'était normal parce que j'étais pénible. Donc pour moi, il n'y avait pas plus d'anormalité que ça. C'était complètement légitimé. Oui, oui, tout à fait. Comme tu vois, j'aime pas trop mon profil parce que j'ai une bosse ici. Parce que ma soeur m'a cassé le nez avec un morceau de bois. C'est pareil, là j'étais dans sa chambre, je voulais aller au grenier, elle ne voulait pas, le grenier était dans sa chambre, il fallait, on avait une tige, et on tirait la tige, un escalier descendait, et puis et moi je voulais y aller, et elle ne voulait pas. Et donc elle m'a mis dehors, elle m'a poussé dehors en dehors de sa chambre, elle a fermé sa porte, et moi j'ai donné un grand coup dans la porte, de rage, et elle a ouvert la porte, elle m'a cassé le bâton sur le nez, donc je me suis cassé le nez. Et en fait, j'avais le nez en sang, je me suis encore pris 2 baffes par mon père, et on m'a jamais réparé le nez. Ajouté quand même, hein, ça suffisait. Au cas où il n'aurait pas été cassé, au moins, paf, là, ça s'était fait. Donc voilà, j'ai pas un très joli nez, mais bon, écoute, j'ai fait la paix avec. Voilà, pour te parler de souvenirs d'enfance pas très heureux. Et moi, j'ai envie de dire, bon, je pense que je sais pas si ça sera un jour diffusé, mais peu importe. Mais tu vois, ce que je veux évoquer, c'est que c'est des souvenirs tellement prégnants, tellement douloureux qui montrent bien, bon, bah, par toutes les phases où tu es passé et bah, forcément, comme tu l'évoques, tu as fait la paix, hein, tu as fait la paix. Alors, est-ce que quand tu dis tu as fait la paix, ça passe par des phases de pardon, ça passe par des phases vraiment de décision de j'arrête la relation, je romps la relation? Non, ça s'est pas passé comme ça. En fait, je pense qu'on pourrait en faire un livre. Ouais, C'est parce que c'est plus long que ça, mais en fait, j'ai grandi avec une forte mésestime de moi, avec beaucoup de manque de respect, avec une notion de ma valeur qui était très très diminuée. Donc, ben, qu'est-ce quand on a cette image de soi et cette valeur de soi si petite et si basse, eh ben, on va rencontrer des situations dans la vie où, que ce soit en termes de relations amoureuses, de relations amicales ou de relations professionnelles, on va toujours être diminué et on va trouver ça comme normal. totalement. Et donc moi je m'étais pas rendu compte en fait de cette violence que j'avais vécue, de la manipulation de ma mère, de la dureté de mon père. Et c'est la vie petit à petit qui m'a amené des situations pour me faire réaliser qu'il y avait des choses qui n'étaient pas normales, que ce que j'avais vécu c'était pas normal, que c'était pas forcément moi la coupable. Et je te dis, mon fils, je t'ai raconté mon fils, l'histoire avec mon fils quand il avait 3 ans et demi. Je t'ai dit qu'il m'avait sauvé la vie. Non, je veux bien que tu l'évoques. Alors, en fait, on dit souvent qu'on fait vivre à nos enfants ce qu'on a vécu nous, étant enfant. Alors, c'est souvent le cas, malheureusement. Et ma mère, ayant été maltraitée enfant, elle a maltraité ses enfants.
Et moi, je m'étais toujours dit que si un jour j'avais un enfant, je ne le ferais jamais subir ce que j'avais vécu, parce que j'en ai trop souffert. Et quand je suis tombée enceinte, ben, par accident, hein, tu sais Bon, que je suis tombée enceinte et que le papa ne voulait pas de l'enfant, il m'a menacé de partir si j'avortais pas. Et j'ai tenu bon, j'en suis heureuse aujourd'hui d'ailleurs. ah, la Euh, vie. et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis séparée du papa parce qu'en fait, il était vraiment, il s'occupait pas du tout d'Emeric et il était dur, il était méchant avec moi. Il m'en voulait en fait d'avoir accepté enfin, d'avoir voulu garder l'enfant. Et donc je l'ai quitté et on était en séparation et donc j'avais accepté que mon fils aille avec son père parce que pour moi il était important que Emeric voie son père. C'était dur pour moi en tant que mère, mais voilà, je voulais qu'il y ait un équilibre qui se crée, que Emeric ne souffre pas de nos dysfonctionnements. Et donc, je me rappelle, un jour, je vais le chercher, je le monte chez moi, puis il commence à me parler de son week-end avec son papa en me disant ah, papa il est drôle, papa il est marrant, hein, papa il a fait ci, papa il a fait ça. Et moi, en fait, dans mon chemin, je voulais pas que mon fils voie que sa mère avait été malheureuse. Donc, je faisais tout pour être heureuse. J'essayais de sourire devant lui, j'essayais tu vois, de faire la bonne figure et tout. Et j'avais vraiment cette impression de l'être. Parce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai vu ma mère souffrir, j'ai vu ma mère triste. Et surtout, ma mère me rendait responsable de sa souffrance et de sa tristesse en me disant que c'était de ma faute si elle était malheureuse. Donc, tu vois, tu portes un sacré poids avec toi. Et du coup, je voulais pas faire vivre ça à mon fils. Je voulais pas que mon fils puisse supporter le poids de la tristesse des souffrances de sa mère. Et donc, j'avais essayé de faire en sorte qu'il me voie heureuse. Et ce fameux soir, quand je remonte avec mon fils, je lui dis, quand il me dit, bah, papa, il est heureux, papa, il est marrant, papa, il est trop drôle, il me fait rire. Et moi, je sais pas, j'ai une étincelle qui me fait lui dire, et maman, tu la vois comment, maman? Et puis avec sa petite voix de gars, de petit Émeric de 3 ans, il me dit, mais maman, elle est malheureuse. Et là, il m'a mis une claque. Ah, ça me fait toujours venir de l'émotion. Quand je pense à ce moment, parce que ça a été vraiment, pour moi, ça a été le début en fait de ma guérison et de ma renaissance. C'est que le lendemain, j'ai pris rendez-vous avec un psy parce que je me suis dit c'est pas possible, tu peux pas continuer comme ça. Donc, ça a été vraiment l'élément déclencheur. Oui, complètement. Jusqu'à là, entre guillemets, tu avais tout accepté, cette violence complètement normale de ton Oui, père, ta mère, etc. Bon, la vie amoureuse, j'imagine, chaotique. Tu avais quel âge quand tu as rencontré le père d'Emeric? j'avais 26 ans, je crois. 10 ans. Donc, vous êtes connus pas mal de temps avant sa conception, ça a été très rapide en fait. 4 ans, 4 ans, enfin 3 ans et demi avant la conception de Mac. Là, entre guillemets, ça allait. Enfin, tu arrivais à retrouver de l'estime grâce au regard de l'autre, à son amour, ou tu étais Non. évidemment sur une personne, forcément. Hein. Bah, en fait, tu sais, quand tu as vécu Si, hein, je sais en- Corinne. Je sais très bien que c'est à la fois, et je sais très bien que tu as tellement fait de travail que c'est possible d'en parler, mais je pense que ça va parler à tellement de personnes. Moi, j'aimerais que des personnes puissent entendre ça. Hein, et notamment lors de retraite, de merci, on peut leur proposer ces paroles parce que tu es passé par là, parce que tu peux leur apporter cette expérience. Alors, je t'ai interrompu, mais oui, donc 3-4 ans avant la conception numérique. oui, en fait, ce que je veux dire, c'est que c'est des éléments et des personnes qui ont été mis dans ma vie petit à petit, qui ont apporté leur pierre à l'édifice, qui ont été des pièces sur mon puzzle de vie, et qui m'ont fait comprendre que la vie, c'était pas la violence. Tu vois, quand j'étais post-ado, je me suis retrouvée, j'avais une copine, je suis allée dans sa famille, et puis le père de cet enfant la prenait tout le temps dans ses bras. Puis moi, je regardais, je me disais, mais comment c'est possible qu'on puisse prendre un enfant dans ses bras? Donc, tu vois, je veux dire, déjà petite, moi, j'avais pas d'affection, et puis je voyais que d'autres enfants avaient de l'affection. À l'école, je voyais des gens qui étaient bien dans leur peau, qui étaient souriants, et puis moi j'étais triste et j'étais toujours isolée. Quand j'ai grandi, j'ai rencontré des gens qui m'ont fait vivre des maltraitances psychiques. Et puis j'ai aussi rencontré des gens qui m'ont fait prendre conscience de certaines choses. Par exemple,
J'ai rencontré un homme un jour qui m'a dit, mais à quel moment tu vas arrêter de t'excuser? Tu passes ton temps à t'excuser et tu vas t'excuser de vivre longtemps. Ouais. Tu connais cette expression parce que tu y as eu droit. Mais voilà, toi, et c'est petit à petit, c'est des rencontres qui ont fait qui m'ont fait prendre conscience qu'il y avait des choses qui n'étaient pas normales, qu'il y avait des choses que j'aurais pas dû vivre, que je ne méritais pas forcément de vivre ces choses-là. Et bien sûr, ben, mon chemin de guérison, il est passé par de la colère, par du ressentiment, par de la culpabilité, voilà, d'avoir accepté ça, d'avoir subi ça, avec beaucoup de travail sur ma valeur à moi. Et je me suis dit, à un moment donné, que j'y arriverais jamais. J'avais vraiment cette impression de porter un sac de 100 kilos de pierre sur le dos. Et je me souviens toujours, je me disais, mais tu le porteras toute ta vie. Ouais. J'imagine l'image, hein. Ah, tu t'étais fait un beau challenge là, hein. Allez, je me suis mis tout le bagage sur le dos et de toute façon, c'est bon, c'est à vie, il n'y a pas de problème. Donc, il va falloir que je sois costaud, hein. Alors, Ouais. il a 3 ans, il te dit juste, bah, maman, elle est malheureuse. Et donc là, bah, grande baffe dans la tronche, déclic, tu vas voir, donc tu décides de consulter. Oui, je décide de voir une première psy je reste pas très très longtemps avec, parce qu'à un moment donné, je trouve qu'elle n'a pas un comportement très honnête avec moi. Donc, par principe, moi, quand ça marche avec quelqu'un, je continue. Quand ça ne marche plus, quand je sens plus que ça peut amener à quelque chose, j'arrête. Je ne vais pas me dire, je dois être loyale et puis rester 10 ans avec une personne. Donc si à un moment donné, elle m'amène en fait à parler de moi par rapport à une rencontre amicale que j'avais fait d'une fille que j'avais rencontrée au McDo et qui pleurait. Et j'étais allée vers elle parce que je voulais pas la voir malheureuse. Moi, j'ai jamais aimé les gens malheureux. Je pense que de voir ma mère malheureuse, voilà, ça a créé quelque chose chez moi d'avoir envie d'aider les gens. Et je vais la voir, je discute avec elle, et puis donc on était devenus amis. Et à un moment donné, on se dispute, et je relate avec cette psy la dispute avec cette personne. Et elle me dit, mais comment vous vous êtes rencontrés? Ben, donc je lui réévoque la rencontre au McDo. Et à l'époque, je ne parlais que de la violence de mon père en séance de psychanalyse. Et elle a l'excellente idée de me dire, suite à cet échange avec cette fille avec qui j'étais en conflit, et comment je l'avais rencontrée, elle me regarde, elle me dit, parlez-moi du regard de votre mère. Et là, je fonds en larmes. Je ne sais plus dire un seul mot. Je crois que j'ai dû pleurer pendant au moins 10 minutes, sans m'arrêter. Et elle m'a ouvert une porte, elle m'a ouvert une vraie porte. Parce que je me suis rendu compte que, oui, je culpabilisais parce que j'avais rendu ma mère malheureuse. C'est un poids énorme qu'une mère fait porter à son enfant. Déjà, un enfant, on l'avait évoqué l'autre jour, déjà un enfant, ça culpabilise très très facilement et très très vite. Il a besoin de personne, hein, l'enfant, pour culpabiliser. Il suffit qu'il voit son parent pas bien pour se dire c'est de ma faute. Voilà, c'est de ma faute. Tu l'évoques, bon, tes parents sont, je dirais, séparés beaucoup plus longtemps avant, mais après, je veux dire, mais toi, tu t'es séparé donc du père d'Emeric, et c'est vrai que de toute façon, c'est quelque chose qui ressort, quelles que soient les séparations, quels que soient quelque part les événements, les faits, les personnes, etc., l'enfant va culpabiliser. Quoi qu'il Non. arrive, c'est la première chose souvent qui va le Oui, 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 je me... hein, de donner je dirais cet élément-là. Hein, permettez à vos enfants d'arrêter la culpabilité. Mais bon, hein, c'est fastoche mais, à dire, mais c'est beaucoup plus difficile à faire. Donc là, ça a été une très, 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 très grosse prise de conscience. Oui, oui, tout à fait. Et puis, en fait, ça a été super important pour moi, justement, de venir dire à Emeric, d'expliquer à Emeric ce qui m'arrivait, que je pleurais souvent parce que voilà, j'étais sur un travail que je faisais pour aller mieux, parce que j'avais pas eu une enfance très facile, que c'était compliqué pour moi, j'avais plein de choses en moi qui me perturbaient, mais que je voulais aller mieux. Je voulais que ça se passe bien entre lui et moi, et que bah, parfois j'aurais encore des moments où j'irais pas bien, où je pleurerais. Et ça a été super important de dire ça à mon fils qui était petit, il avait 5 ans. Mais je pense il faut pas se dire, je vais rien dire à mon fils, je vais cacher à mon enfant ce qui m'arrive et ce que je suis en train de mettre en place parce que il est trop petit, il sait pas, il comprend pas. Non, non, les enfants, ils comprennent très très bien. Libérer la parole. Hein. Dolto l'a crié, enfin crié, elle l'a évoqué, dit et redit en son temps. Oui, oui. Mais même dès les bébés, hein, enfin même, je dirais, dans le ventre. Hein,
c'est très, très important d'être dans son authenticité émotionnelle. Les Oui, enfants, oui, oui. même si ce n'est pas les mots précisément qu'ils comprennent, ils vont tout comprendre. Il faut leur dire les choses. Oui, tout à fait. Tu vois, quand j'ai commencé à discuter avec mon fils en lui disant, voilà, tu vois, maman, elle va entreprendre un travail pour se sentir mieux, pour être plus heureuse, pour être plus souriante. Et oui, tu as raison, maman, elle n'est pas heureuse. Et il m'a dit, et là, mon fils me dit, je dirais, il avait 4 ans et demi, il me dit, mais c'est ma faute, maman. C'est ma faute, maman, si t'es malheureuse. Et là, je me dis, non, 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 c'est pas de ta faute. Et je lui ai expliqué, je dis, voilà, j'ai pas eu une enfance très, très facile. Voilà, j'ai pas eu des parents avec qui ça a été facile de communiquer, de vivre et de grandir. Et je lui dis, mais c'est pas du tout de ta faute. Et vraiment, je me suis vraiment attachée dans les semaines, les mois qui ont suivi à venir toujours vers mon fils pour lui demander comment il se sentait par rapport à ce que moi je vivais, parce que j'ai eu, tu sais, on vit beaucoup de hauts et de bas hein, quand on est à travailler sur soi. Est-ce que je peux te demander, ça n'apportera peut-être pas d'autres éclairages, mais à ce moment-là, tu voyais tes parents, tu as continué à maintenir la relation, et notamment, bon, bah, donc, pour Émeric, ses grands-parents, son grand-père, sa grand-mère. Alors, en Ça a fait, empêché des choses. j'ai coupé les ponts avec mon papa à l'époque, parce que ça allait pas du tout, parce qu'il était encore assez dur, et je gardais des relations avec ma mère, mais ma mère était quelqu'un d'assez manipulateur, et comment dire, elle touchait le point sensible de la culpabilité chez moi en disant mais tu viens pas me voir et tu m'appelles jamais et ce que tu me dis ça me fait mal. Donc en fait j'étais un peu au départ soumise aux bonnes volontés, au bon vouloir de ma mère. Jusqu'à ce que ben voilà, je rencontre un certain Philippe qui m'a fait vivre ce qu'il avait à me faire vivre. Et là, j'ai pris une autre grande claque. Et j'ai compris qu'il fallait que j'arrête de me faire manquer de respect, que j'arrête de me faire manipuler. Et ça a été pour moi un très beau cadeau. Moi, je dirais toujours aux gens, si vous rencontrez un pervers dans votre vie, considérez-le vraiment comme un cadeau parce il vous amène à aller voir ce que vous n'avez pas envie de voir chez vous à vous libérer en fait de ce qui vous pollue. Et moi, je remercie Philippe officiellement. Je vais l'appeler pas le pervers, je vais l'appeler Philippe Voilà. parce que en fait, il m'a obligé à aller regarder en fait toutes ces parties de moi qui me faisaient mal, à aller regarder cette culpabilité, cette domination de l'autre, le pouvoir que je donnais à l'autre. Le fait que j'acceptais d'être manipulée, que je me positionnais en victime, tout ce que je voulais pas, en fait, il me l'a fait vivre. Et le fait d'être allée, tu vois, je vais le dire, j'étais tellement désespérée, j'étais tellement manipulée, que j'ai décidé de me suicider. Et je suis allée sur les rails d'un train, parce que j'en pouvais plus, parce que j'étais au bout, quoi. Et quand j'ai vu le train arriver, ça arrive très vite, un train. Ouais, c'est très, très- Et j'ai pensé à mon fils. voilà. Et j'ai l'image de mon fils qui est arrivé. Et là, voilà, je suis tombée sur le côté, voilà, je suis sortie, puis t'as le son tu sais, de la matrice qui arrive, qui résonne dans ma tête. Et là, je me dis, non, mais c'est plus possible. Et là, je me suis dit, il faut que tu quittes cet homme parce que c'est plus possible, il va te détruire. Voilà, donc je ne sais pas où je suis allée le trouver. Je pense que j'étais vraiment bien guidée. J'étais bien accompagnée parce que voilà, j'ai trouvé les forces de sortir de ces griffes, de reconstruire aussi ma relation avec mon fils parce que cet homme avait aussi tout fait pour détruire ma relation avec mon enfant. Il a failli y parvenir. Et en même temps, à ce moment-là, j'avais un taux d'endettement de 70%. Je perdais mon travail chez moi, dans ma C'est société. bien. Tout s'enchaînait génialement bien. Le vrai bonheur. Oui, en fait, voilà, Il tu y a vois, eu je vais bien aujourd'hui, je souris, je suis très épanouie, mais voilà, je suis passée par des moments vraiment très difficiles, mais tout ça, ça m'a aidé à me reconstruire, ça m'a aidé à grandir, et puis aussi à faire la paix au fur et à mesure, parce que, tu sais, quand on est en colère, quand on est dans le ressentiment, dans la culpabilité, c'est du mal qu'on se fait à soi. L'autre s'en fout, tu vois, je veux dire, pour faire la paix avec mon papa, je suis allée donc visiter cette colère et je me suis dit, mais en fait, lui, il s'en fout, il sait pas que je suis en colère, il sait pas que je suis pas bien. Lui, il vit sa vie, il s'en fout, et là, je me fais du mal qu'à moi. En fait, mon chemin de guérison, il a été de me dire que c'était moi face à moi, et que l'important pour moi, c'était de faire la paix,
Et que si l'autre voulait faire la paix avec moi, c'était OK. S'il ne voulait pas, ben, ça le regardait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai pas beaucoup de relations avec ma maman parce elle a pas beaucoup changé. Par contre, j'ai de belles relations avec mon papa parce qu'il s'est beaucoup assagi, il s'est beaucoup apaisé. Et puis, il a eu aussi des très beaux gestes vis-à-vis de nous trois, que je vais pas relater ici. Mais voilà, moi, j'ai de belles relations aujourd'hui avec mon père, malgré tout ce qu'on a traversé. Et je pense qu'il faut toujours garder espoir quand on a envie d'aller mieux. C'est de se dire que tout est impermanent et tout peut changer tout le temps. Et qu'on peut aller bien malgré tout ce qu'on a pu vivre dans sa vie de traumatisant. Ouais, mais carrément. Je te remercie de t'être livré hein, comme ça. Alors moi, je sais que je m'avais déjà partagé certaines choses, mais je ne sais pas si tu as envie hein, de le partager au plus grand nombre, mais je crois qu'il y a tellement de personnes qui vont pouvoir se retrouver dans ce que tu as vécu, alors parfois par bride, parfois bon, le pervers narcissique, hein, le grand classique. Tu m'entends? Ah, t'es Oui, figé. Voilà, j'ai cru que je t'avais perdu, pardon. Et tu vois, il y a plein de choses. Alors, je reprends tout ton parcours de souffrance hein, de petite fille qui explique beaucoup de choses et qui explique, j'ai envie de dire, toute cette souffrance qui est acceptée, qui est presque vécue comme tout à fait normale, même si de l'extérieur, tu vois, oui, visiblement, un enfant qui reçoit un câlin, ah tiens, c'est possible. Des enfants qui sont souriants, ah bon, c'est possible, mais bon, toi, non, hein, c'est pas le cas. Et puis là, quand ton fils de 3 ans te dit, maman est malheureuse, ah bon, ah, au secours, au secours, au secours, warning, warning. Et c'est génial d'avoir effectivement tous ces aides sur notre parcours qui vont enfin nous permettre de nous prendre en charge, quoi, parce que là, c'est tellement fort. Et donc, moi, par exemple, j'aimerais revenir juste, on pourra faire ce passage sur les pervers narcissiques. Tu as juste mis, je crois, 10 ans à t'en sortir, à à peu près, oui. sortir de ces griffes, parce que les mécanismes ont été énormément, je dirais, développés, mais tu en es resté quand même très meurtri, notamment aussi dans ton corps. Oui. Et tu peux l'évoquer, 10 ans, 30 kilos, hein, Oui, accessoirement. en fait, c'était un pervers sexuel qui, à mon avis, était bi, mais un refoulé. Il me prenait pour un homme. Voilà, tout simplement. Je vais passer les détails. Et comme j'étais un peu sous sa coupe et il me dominait largement, parce que la perversion, c'est jouer sur ce qu'est l'autre, sur sa sensibilité, c'est sur la culpabilité que la personne elle ressent. Voilà, c'est comme ça, je veux dire, je reviens pas dessus, j'avais à vivre ça. Comme en fait, je voulais plus être désirable, je me suis mis à manger. Et en l'espace de 2 ans, oui, j'ai pris 30 kilos. Et voilà, tout à fait. Ouais, en fait, il fallait que je sois forte. Et surtout, il fallait plus que je sois désirable. Désirable, intouchable. Voilà, voilà. Mais tu sais que quand tu vas prendre 30 kilos, eh ben, les hommes te regardent moins, hein, t'es moins intéressante. Et c'est bien, hein, t'es tranquille. T'es tranquille pendant un bon moment. Ouais, par contre, parfois, ce qui peut être un peu difficile quand tu es sur ce chemin où tu portes ce poids de souffrance, c'est par exemple, un jour, je suis tombée dans les escaliers. En fait, non, on m'a fait tomber dans les escaliers et je me suis fait en fait une capsulite sur l'épaule droite et j'étais allée dans un centre de rééducation, il y avait une piscine et un jour, je vais vers le centre de rééducation et il y a une camionnette qui passe à côté, la camionnette ralentit, une porte s'ouvre. Et un homme passe la tête par la fenêtre et me dit: «Et la grosse, qu'est-ce que tu fais là?» Et là, je l'ai regardé, j'ai dit: «Waouh, ça c'est pas sympa quoi». Est-ce que tu accepterais de nous livrer un petit peu tout ce vécu de grosse, parce que là, on peut trouver énormément de choses dans le vocabulaire, c'est-à-dire que euh, on peut donner un ordre d'idée, ça fait quoi? Ça fait maintenant 15 ans de ta vie où tu es dans ce corps Non, non, ça fait, allez, 11 12 ans. 12 ans, hein, 11-12 ans, et j'aimerais peut-être, parce que bon, j'ai pas ce vécu-là, j'ai autour de moi, bon, certaines personnes qui l'ont eu, mais
comme tu l'as évoqué, là, cette anecdote, c'est très violent, c'est très très fort, mais tu m'as cité parfois d'autres remarques, ça peut être dans le quotidien, ça peut être en course, au supermarché, enfin, quel est ton vécu comme ça dans ce corps que, je dirais, tu as mis tous ces kilos pour te protéger, mais la société a absolument pas accepté ces corps, on va dire, en souffrance, parce que c'est vraiment que des corps en souffrance. Oui, 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 majoritairement. Enfin, je veux dire, hormis parfois quelques problématiques hormonales, ça peut arriver aussi, mais la plupart des gens qui sont en surpoids, c'est des gens qui sont dans la souffrance ou dans le déni par rapport à pas forcément des violences vécues, mais des non-reconnaissances. Enfin, ça peut être tout et n'importe quel sujet, mais le surpoids, oui, c'est majoritairement une souffrance. Et je pense que si certaines personnes se permettent de regarder les gens en surpoids avec dédain et avec mépris, je pense qu'avant tout, c'est déjà qu'elles ne savent pas que ces personnes elles sont en souffrance et qu'elles ont peur de devenir comme ça. Ouais, c'est En ça. fait, souvent, la critique et le rejet, c'est de la peur d'être affecté, comme si, en fait, le fait d'être enveloppé, comme je peux l'être encore, ben, ça pouvait contaminer quelqu'un. Ça peut être contagieux, il faut se méfier. Hein. On ne sait jamais, hein, si on côtoie un peu trop près. Je sais pas, ça peut s'attraper si on est assis à côté, par exemple. Non, mais c'est un truc de fou. Mais hein, je crois que c'est des mécanismes. Voilà, tu l'as très bien, enfin, tu viens de l'évoquer, c'est que chez certaines personnes, c'est tellement puissant. Bon, peut-être que dans leur famille, ils ont quelqu'un ou un ami proche, enfin, j'en sais rien. Mais tout de suite, peur et donc rejet, quoi. Et donc, paroles violentes, actes peut-être violents, etc. Ouais. Mais tu vois, enfin, au-delà du regard de l'autre, le plus dur, c'est son propre regard sur soi, je trouve. Je voulais t'amener à ça parce que moi, je t'ai rencontré et j'ai vu la très belle âme et j'ai vu déjà tout ce que tu as réalisé, tout ton parcours magnifique. Et je crois qu'on en arrive maintenant à un point où c'est ton regard sur toi. Et j'ai beaucoup aimé cette image. Je ne sais pas si tu pourrais la reformuler de ton côté, c'est-à-dire que tu as fait la paix à l'intérieur Mm. et ton image à l'extérieur n'est pas encore faite. Non, elle ne s'est pas encore tout à fait en paix. Enfin, c'est compliqué pour moi de voir ce poids parce que je l'associe encore un peu à ce que j'ai vécu. Et c'est tellement pas moi. Et en même temps, je sais qu'il faut que je fasse la paix avec, qu'il faut que je l'aime tel qu'il est, ce corps, parce que c'est celui que j'ai aujourd'hui. Et que tant que je ne fais pas la paix avec, tant que je m'oppose à ce corps-là, il y a quelque chose qui va. Enfin, je veux dire, on est dans le non-amour quand on n'aime pas son corps. Et on est aussi dans l'opposition. Et quand on est dans l'opposition, eh ben, comme tout ce à quoi on résiste persiste. Voilà. Donc, tant que je n'aime pas ce poids, tant que je veux perdre ce poids à tout prix, je ne le perdrai pas. Et donc, l'idée, c'est d'arriver à s'accepter avec, de s'aimer avec. Et c'est comme ça que le chemin de rédemption, je vais dire, peut se produire et que on peut arriver soit à accepter et aimer son corps, soit à perdre le poids parce que justement on a fait la paix avec. Mais c'est un chemin de croix, hein, je veux dire, c'est pas un chemin facile quand tu es en surpoids parce que tu as aussi les articulations qui souffrent, tu as le cœur qui souffre, que quand tu montes un escalier pendant un moment, bah, ça peut être souffrant, tu vas marcher un certain temps, ça peut être souffrant parce que tu souffles. Hein. De toute façon, ton corps, généralement, te rappelle cette souffrance, entre guillemets, en permanence, quoi, parce que tu as plein de conséquences. Tu viens de l'évoquer, la respiration, les articulations, même les muscles, les tendons, enfin plein de choses, quoi. Hein. Ouais. Même la digestion, parce que c'est un cercle vicieux, c'est-à-dire que ton corps a l'habitude de manger une certaine quantité et il a besoin de manger cette quantité. Et si tu la fais pas, mais quand tu manges beaucoup, ben, tu digères aussi lentement, difficilement, etc. Enfin, bon, c'est tout un engrenage. Et moi, j'aimerais, tu vois, moi, j'ai envie de dire, je pense toujours à des messages que l'on peut délivrer à des personnes qui sont vraiment dans ces cas de figure. Alors que les raisons sont très, je dirais, nombreuses et complexes. Hein, on ne met pas du tout les mêmes raisons, mais déjà ce vécu de corps qui est
je dirais, dans des kilos de trop, etc. C'est du vécu de souffrance. Et j'ai envie de dire que tu as des pistes un petit peu comme ça, comme tu dis, de rédemption, de guérison. Et je pense que c'est tout ce que tu peux apporter aux autres à ce niveau-là. Est-ce que, moi je te titille sur vraiment ton image, hein, c'est la première chose dont tu l'as évoquée, acceptation. Parce que je pense que c'est pas d'arriver à maigrir, c'est pas, ça passera jamais comme ça par ne serait-ce qu'un régime alimentaire. C'est vraiment accepter, accepter, accepter toi, tout ton être dans toute sa Oui, globalité. puis ouais, j'ai la chance dans ce surpoids d'être relativement bien proportionnée. Et tout le monde me dit que je porte bien mon poids, en fait. Il n'y a que moi qui trouve Lumineuse, pas. hein. Effectivement, tu as des kilos, tu as plus de kilos que certaines personnes. Mais alors, j'aimerais peut-être aborder le regard des autres, parce qu'on l'a évoqué à travers ces remarques, bon, souvent hein, de peur et donc de rejet, ces remarques qui peuvent être extrêmement blessantes. Mais est-ce que c'est que le regard de l'autre, parce que c'est avant tout ton regard hein, qui est extrêmement, alors je ne sais pas si c'est violent, mais qui est extrêmement, alors c'est pas dévastateur, mais qui au quotidien t'empêche de briller, t'empêche d'être qui tu es véritablement, c'est-à-dire ton être n'arrive pas à s'assumer dans ce corps-là actuellement. Et est-ce que c'est la peur du regard de l'autre? Est-ce que c'est d'abord ça à travailler? Est-ce que c'est s'accepter dans ce corps-là? Comment tu pourrais définir le parcours là que tu as l'impression de vivre? Je pense que pour moi, le fil conducteur, c'est l'amour. Et je dirais, à la limite, peu importe le regard de l'autre, l'important est le regard que je porte sur moi. Et qu'il faut simplement m'aimer comme je suis, exactement comme je suis. Et c'est ce chemin que je continue à entreprendre parce que tu vois, là, on a fait déjà plusieurs interviews, j'ai accepté d'être face caméra alors que pendant des années, j'ai fait beaucoup de séances de régression, mais j'étais toujours cachée et on n'entendait que ma voix. Et qu'à un moment donné, bah, le Covid a fait que je me suis dit, allez, maintenant, il faut qu'on te voit, qu'on te regarde tel que tu es, arrête de te cacher. Et tu vois, ce chemin de guérison-là que je fais, c'est aussi bah, discuter avec toi, accepter d'être regardé, d'être vu. Les formations de groupe que je fais, c'est aussi bah, accepter d'être au centre. Donc, tu vois, c'est vraiment, c'est tout un chemin hein, qui se met en place. C'est toi qui vas briller hein, au milieu des autres. Oui, et puis tu vois, je veux dire, je pense que tout peut être aidant dans la vie. J'ai décidé, alors je ne sais pas si ça se fera, mais je me suis dit qu'il était important pour moi que j'aille passer à la vitesse supérieure. Bah, pour accepter d'être vu, il faut accepter de se voir soi. Et j'ai contacté, alors je ne sais pas s'il va me répondre, mais j'ai contacté un photographe en Bretagne Waouh. pour justement qu'il puisse prendre des photos de moi, je dirais dans mon entièreté, avec ce corps et bah, peut-être apprendre à aimer ce corps au travers de ces photos, de ce regard. Donc on verra si ce monsieur me répond ou pas. Est-ce que je continuerai cette démarche? Mais voilà, je suis vraiment dans un besoin d'aimer qui je suis dans ma globalité. Vraiment une réconciliation totale de ton être global, quoi. Hein. Enfin, peu importe les mots, mais c'est hyper, hyper important. Oui, oui, oui. En fait, souvent on va vouloir faire quelque chose, perdre du poids, faire des efforts pour plaire à l'autre. Et je pense que pour moi, c'est une erreur. Alors, ça peut être un leitmotiv, ça peut être aidant, mais le plus important, c'est le regard sur soi. C'est d'abord, si je fais ça, c'est pour moi. C'est pas pour l'autre, c'est pour moi. Et ensuite, ben, si le regard de l'autre peut être aidant, soit, c'est chouette. Mais il faut toujours faire les choses d'abord pour soi, pour être bien avec soi, pour être en accord avec soi, pour s'aimer soi, pour pouvoir se regarder avec un regard d'amour, un regard compatissant, un regard de bienveillance. Et moi, je me suis toujours dit, je traite les autres avec beaucoup d'amour, de bienveillance, de compassion. Et je les regarde aussi avec beaucoup d'amour. Et je veux m'apporter ce même regard et je veux me traiter moi aussi avec autant d'amour, de bienveillance et de compassion que je traite les autres. Là, je vais te reposer une question par rapport à ton fils, parce que on connaît parfois les paroles incroyablement authentiques et directes des enfants. Il t'a renvoyé des choses sur ton physique, justement?
sur tes kilos parce qu'ils voyaient d'autres moments certainement différentes? Non, 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 alors ce qui est très, très marrant, c'est que j'ai pris du poids. Mon fils, il avait 13 ans, je crois. Et je lui ai fait voir une photo de moi quand j'avais ces kilos en moins, il y a quelques années. Il m'a dit: «Waouh, la bombasse!» Il se, il se souvenait pas de moi quand plus mince, en fait. Ça m'a fait rire. Mais en fait, non, mon fils m'a jamais jugé sur quoi que ce soit. Parce qu'un fils, voilà, il regarde pas sa mère en fonction de son physique. Il m'a toujours encouragé. Il m'a dit: «Écoute, si tu as besoin, je suis là pour t'encourager. Te laisse pas aller, maman. Marche, fais attention, prends soin de toi.» il m'a toujours regardé comme une mère qu'il aime, c'est tout. Et parfois, tu peux avoir la double peine, quoi, hein. Tu as des fils malgré eux, enfin je dirais, des personnes et là, en l'occurrence, c'est le rapport, fils, mère, mais bon, hein, mais c'est important, hein, donc au Oui, moins oui, tu n'as mais justement, pas eu le il retard, c'est de ton fils à affronter, on va dire. ouais, mais tu as raison d'en parler parce que je me rappelle quand Aymeric était, je ne sais pas si c'était en première ou en terminale, il était dans une école un peu de bobo. Alors c'est pas moi qui voulais le mettre, c'est son père. OK, soit tu dit en passant, je vais pas juger, mais il y avait il y avait des attitudes qui étaient pas chouettes et Aymeric, pour bien se faire voir avec ses potes, il se moquait en fait des autres. Par contre, il supportait pas qu'on se moque de lui. Donc moi, quand il rentrait en me disant ouais, enfin en relatant les faits de sa journée, je faisais exprès de me moquer de lui et ça le vexait. Il était pas content. Je dis mais tu vois, mec, qu'est-ce que ça fait de recevoir comme ça ce genre de remarques? Ça te plaît pas, hein? Je dis mais essaie de te mettre à la place des gens qui sont en face de toi, qui prennent tes critiques. Et un jour, il est rentré à la maison. Il, il était en colère. Il était pas bien. Et puis il vient à moi, il m'engueule, il me dit ouais, c'est de ta faute si je suis comme ça. Je dis mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que j'ai fait? On s'est pas vu de la journée. Il me dit ouais, à cause de toi, j'ai une conscience. Je dis mais attends, explique-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, il me dit oui, je me suis moquée d'une fille parce qu'elle était en surpoids. Et moi je le regarde, je dis Émeric, je suis en surpoids, sérieux? Et il me dit ouais, je sais, je me suis moquée d'elle devant mes potes parce que je voulais faire mon kéké et en fait elle s'est mise à pleurer. Il me dit, et je me suis sentie con, mais je me suis sentie con, j'ai honte de moi. Il était tellement mal qu'il est retourné la voir un petit peu plus tard, Mmh, en s'excusant, en lui disant qu'il avait fait le con, qu'il avait voulu impressionner ses potes et tout, que c'était vraiment pas bien. Et c'est devenu sa meilleure amie. génial, génial. Ouais, je suis touchée, hein, c'est super. Mmh. Et tu vois, je te remercie pour vraiment tous ces partages parce que c'est des domaines qui sont pas souvent abordés et qui relatent cette souffrance pour certaines personnes au quotidien, hein, de la non-acceptation de cette enveloppe corporelle, quoi, hein. Alors qu'en plus, cette dichotomie qui existe, c'est-à-dire que toi, tu as réussi dans tout ton chemin à faire la paix intérieure. Et il reste encore ce dernier domaine là où le corps, l'enveloppe corporelle, elle ne correspond pas encore à l'image que tu as de toi et que, j'ai envie de dire, tu as développé toute cette empathie vis-à-vis des autres, toute cette envie vraiment de leur offrir, je dirais, plein d'outils, plein d'amour, hein. Tu l'as cité, c'est l'amour, c'est l'amour, c'est l'amour. Oui. Cette souffrance, ça t'a conduit à l'amour. Oui, tu vois, la toute première séance de régression que j'ai faite avec Virginie, et je la remercierai jamais assez d'ailleurs de ce moment-là, j'avais cette sensation que je m'étais incarnée dans cette famille pour vivre le non-amour et donc pour apprendre à m'aimer. Et quand j'ai connecté à ma conscience supérieure, j'ai posé cette question là, et la conscience supérieure a indiqué que oui, en effet, j'étais arrivée dans cette famille pour être rejetée et vivre le non-amour pour justement apprendre à m'aimer, à réveiller cette énergie d'amour qu'il y avait en moi, qui était endormie. Et je pense que c'est ça, tu vois, qui m'a... Il y avait ce petit quelque chose à l'intérieur de moi, cette petite étincelle, justement, qui parfois fatiguait, parfois était prête à s'éteindre. Mais j'avais toujours j'avais toujours cette envie de me dire, mais non, en fait, la vie, c'est pas ça. La vie, c'est pas ça. La vie, c'est de l'amour, la vie, c'est la joie. Il y avait toujours ce petit quelque chose. Et je me suis toujours raccrochée à ça. Et tu sais, je suis tombée de nombreuses fois.
J'ai failli abandonner de nombreuses fois. J'ai souvent été seule, j'ai pas été accompagnée, j'ai pas été aidée. J'avais pas beaucoup de moyens, donc bah, pour se faire aider, je pouvais pas aller voir forcément beaucoup de thérapeutes. J'étais souvent extrêmement seule, pas du tout soutenue par ma famille, voire carrément rejetée. Mais je me suis toujours, je crois que mon fils m'a beaucoup aidée en fait à faire ce chemin de rédemption et de guérison. Mais même pour une personne qui a pas d'enfant, c'est aller voir au fond de soi cette petite flamme intérieure qui est toujours là. Tant qu'il y a de la vie, de toute façon, je vais dire, il y a de l'espoir. Et si on a envie d'aller mieux, si on se dit, mais ça, c'est pas normal, et je mérite mieux, et je mérite mieux que ça, et je mérite d'être heureuse, et je mérite d'être en paix, et ben, il faut pas lâcher. Il faut pas lâcher ce petit truc qui est là, et s'accrocher à ça. Parce que l'espoir, ça permet d'avancer, et ça permet d'aller justement vers ses rêves. Là-haut, ils m'ont dit, faites de vos rêves une vraie réalité. C'est vivez vos rêves, soyez vos rêves, incarnez vos rêves. Arrêtez de croire que rien n'est possible. Tout est possible à partir du moment où vous l'avez décidé. Absolument tout est possible. Petite pause parce que je dirais on pourra peut-être faire quelque chose pour partager, mais moi j'aimerais revenir sur cette notion vraiment, mais tout est possible. Alors dans ce parcours, hein, certaines personnes sont déjà allées voir ton travail, ce que tu fais. Il y a eu de partage de séances de régression et qui ont été demandées de les partager au plus grand nombre. On sait que la conscience, le tout est possible est très 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 important, je veux dire très présent. J'aimerais que tu nous racontes d'un étincelle de vivre, enfin Corinne Étincelle déjà, et étincelle de vivre, parce que c'est pas anodin. Hein. On a commencé là-dessus parce qu'on ne connaissait pas forcément ton nom, mais comment c'est arrivé? Étincelle de vivre. Donc on en avait parlé, toi et moi. En fait, j'avais commencé à faire des séances et j'étais dans mes toutes premières séances, donc fin 2017. Tout de suite, j'entends qu'il faut que je diffuse, il faut que je transmette, parce qu'il y a plein de messages universels dans mes séances. Je me dis, ouais, mais comment? Bah, il faut créer une chaîne, ok. Et puis il faut créer un site, ok. Et puis du coup, je fais comment? Pour créer. Et je lui dis, ok, puis je m'appelle comment? Et on est sur les périodes de fin d'année. J'avais donc un appartement dans la banlieue lyonnaise et j'avais mis une guirlande de 10 mètres de LED tout autour en fait de mon appartement. Et puis je m'éclairais qu'avec ça. Donc si tu veux, ça faisait un peu c'était pas forcément super lumineux, mais c'était assez chaleureux. Et j'avais une grande baie vitrée. Et puis j'étais assise sur mon canapé, je regardais ma guirlande. Et puis je regarde dehors et je vois la baie vitrée, et puis je vois les étincelles, les lumières. Et, j'entends étincelle, étincelle. Ok, étincelle, ouais, c'est chouette, étincelle de vie. Et là, on me dit non, vivre, étincelle de vivre. Et je dis, mais ça veut rien dire. Bah si, bah si. Si, 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 c'est soit toujours au contact de cette étincelle qui te permet de vivre. C'était ça, en fait. C'est devenu ton nom je dirais connu, mais c'est vraiment toi. Oui, Étincelle de vivre. oui, puis bon, c'est parce que bon, mon nom de famille, c'est comme à l'époque, c'était pas. Aujourd'hui, j'ai fait la paix, mais je suis tellement habituée à étincelle, puis je trouve que voilà, ça me va bien parce que j'ai plus à réveiller cette petite étincelle en moi, mais je la réveille chez les autres. Totalement. Je crois que ça va être le mot de la fin. Mhm. Les réveilleuses d'étincelles chez les autres. Hein. Corinne étincelle, étincelle de vivre. Waouh. Merci de ce partage, Corinne. Hein. Je t'ai beaucoup sollicité. Je suis allée un petit peu te chercher loin là. Et vraiment, merci, merci de cette authenticité, de nous avoir, de t'être livré, de t'être livré à nous. Bah, j'avoue que je m'attendais pas, je m'attendais pas à ça. Tu m'as un peu piégée, mais bon. Merci. Merci Merci. beaucoup. Belle journée, à bientôt. Je vous aime.